Dans une série aussi dense et complexe que Game of Thrones, il est difficile d'être parfaitement cohérent. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les scénaristes sont souvent faillibles et avec tant d'intrigues, de personnages, de motivations et tant de construction d'univers, il arrive que des choses soient oubliées, même par ceux qui écrivent la série. À partir de la saison 6, les showrunners se sont retrouvés sans source d'inspiration, ce qui explique pourquoi tant de contradictions ont envahi le récit. À la fin de Game of Thrones, ces incohérences allaient s'accumuler et devenir l'un des nombreux reproches des fans. Au final, ce manque de cohésion a conduit à la conclusion tristement célèbre de la série. Il existe des incohérences clés à prendre en compte, des trous dans l'intrigue aux choix créatifs discutables, certaines apparues dès le début, alors que Game of Thrones cherchait le ton juste, d'autres semblant résulter d'une conclusion hâtive. Gilly est un personnage tragique que les fans ont tendance à oublier. Elle apparaît dans la saison 2 comme l'une des nombreuses filles de Craster, tristement célèbre pour ses relations incestueuses forcées avec son propre sang. Il marie ses filles et offre ses fils aux marcheurs blancs. Elle a un bébé qu'elle nomme Petit Sam, le dernier fils de l'ignoble Craster. Pour une raison inconnue, le bébé ne semble jamais vieillir au fil des épisodes. La série couvre environ 6 à 7 ans de l'histoire de Westeros, mais l'âge ne rattrape Petit Sam que dans la saison 6, lorsqu'il commence enfin à ressembler à un bambin. Game of Thrones est une habituée des rebondissements sismiques, et l'un des grands rebondissements de la saison 1 est que les enfants de la reine Cersei ne sont pas engendrés par le roi Robert Baratheon, ils sont plutôt le fruit d'une relation incestueuse avec son propre frère, Jaime Lannister. Contrairement au livre, Cersei mentionne à Catelyn un enfant légitime de son mariage avec Robert, mort en bas âge, malgré d'autres mentions dans la saison 1, ce fait semble oublié par la suite. Cersei qualifie même Joffrey de son premier-né alors qu'elle avait initialement désigné l'enfant de Robert ainsi. Il y a aussi la prophétie parlant des enfants de Cersei qui fait état de 3 enfants. Dans la saison 1, après que Jon ait risqué l'exécution en attaquant Sir Alistair Thorne, le Lord Commandant Jeor Mormont sépare les deux hommes d'un demi-royaume. Il retient Jon auprès de lui à Château-Noir et envoie Thorne à Port-Réal avec la preuve que les morts ressuscitent. Curieusement, le plan est similaire à la mission menée dans Au-delà du mur, qui se termine tragiquement pour les héros. Une telle épreuve aurait pu leur valoir le soutien de la couronne pendant l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de la garde de nuit. Toutefois, Thorne n'apparaît jamais à l'arrivée. À la place, Tyrion reçoit une lettre de Mormont et la mission de Thorne n'est pas mentionnée. Dans les premières saisons, voyager à travers Westeros, un pays déchiré par la guerre, est à juste titre décrit comme une aventure difficile et dangereuse. Des intrigues entières des deuxième et troisième saisons suivent simplement des personnages tentant de traverser le conflant pour se déplacer d'un endroit à un autre. Ces moments de transition étaient essentiels pour établir la logique interne de la série dans un univers imaginaire. Dès les premières saisons, Littlefinger fait preuve d'une capacité à voyager qui le place là où l'intrigue l'exige, malgré les difficultés. Seule la saison 2 lui permet de voyager aisément et remarquablement vite entre Port-Réal, le camp de Renly et Harrenhal. Nombre de fans pardonnent ce léger manque de logistique compte tenu du caractère captivant de ces scènes et de l'intelligence de Littlefinger. À plusieurs reprises, les personnages ou le récit lui-même identifient l'armure comme un équipement crucial pour un guerrier. Rien que dans la saison 1, Jorah Mormont et Sir Meryn Trent remportent des combats contre des combattants nettement supérieurs grâce à leur armure épaisse. Le Lim identifie plus tard l'armure du chevalier comme l'une des raisons de la mort de Syrio Forel. Pour certains personnages comme Bronn, Daario ou Oberyn, combattre sans armure est justifié par leur technique et leur habileté. Dans bien des cas, la série dépeint simplement l'armure comme sans importance. Plusieurs séquences de duel montrent des épées transpercer l'armure comme du beurre, sans la protection qu'elle confère à Jorah. Un point secondaire de l'intrigue est l'imprenable invincibilité de Moat Cailin. Ce château abrite le Neck, la seule chaussée stable reliant le nord au reste de Westeros. De nombreux personnages évoquent l'impossibilité de le conquérir, à tel point que même le commandant Roose Bolton préfère recourir à la ruse pour s'en emparer. À plusieurs reprises, le château est ignoré par le récit de Game of Thrones. Lorsque Robb Stark assassine Lord Karstark, les hommes de Karstark seraient rentrés chez eux au nord, bien que Moat Cailin soit détenu par les Fernés. De même, Littlefinger peut prendre le château sans difficulté lorsque les Chevaliers du Val renforcent Sansa et Jon dans la saison 6. Dans la saison 5, après la mort de Tywin, l'intégration de Jaime à la garde royale et l'exil de Tyrion, Cersei est la propriétaire légitime de Castle Rock. Elle est la seule enfant de Tywin et Joanna à pouvoir en hériter. Elle devrait donc, logiquement, détenir tout le pouvoir de l'une des 7 couronnes. Malgré cela, le récit présente Cersei comme la mère du roi Tommen. Elle est contrainte de compter sur son influence pour accomplir quoi que ce soit. Étant donné que Kevan Lannister agit en tant que châtelain de Castle Rock, après la mort de Tywin, il pourrait bloquer le soutien à Cersei. Malgré cela, elle ne tente même pas d'exercer le pouvoir qui lui revient et qui pourrait l'aider contre le Grand Moineau.
Dans les dernières scènes de la saison 5, Jon Snow est trahi par ses propres hommes de la garde de nuit et attaqué à coups de couteau. La seule raison invoquée par la série est le projet de Jon de réinstaller les sauvageons au sud du mur, ce qu'il considère comme une trahison. L'attaque ouvre la voie à un suspense poignant. Le meneur de l'assassinat est Alliser Thorne, c'est le même homme qui, malgré son hostilité personnelle envers Jon, est celui qui a permis aux sauvageons de franchir le mur lors du retour de ce dernier. Cette contradiction est généralement négligée par les fans, éclipsée par la tournure choquante de la mort temporaire de Jon. Game of Thrones est connu pour être une série impitoyable qui n'hésite pas à tuer ses personnages préférés. Mais même dans une série comme celle-ci, le concept d'armure narrative peut être poussé à des extrêmes discutables. Dans la saison 6, Arya Stark est brutalement attaquée par la gamine abandonnée, qui la poignarde à plusieurs reprises au ventre. Elle survit en sautant dans les eaux troubles de la rivière qui traverse Bravos. Dans l'épisode suivant, Arya s'enfuit sans difficulté. Perdant une quantité inquiétante de sang, il est insensé qu'Arya se remette si vite d'une blessure aussi grave, et encore moins d'une infection après avoir nagé dans ses eaux. C'est un moyen facile de créer une tension, l'attaque au couteau s'avère finalement sans conséquence. La destruction du grand sceptre de Baelor est l'un des événements les plus importants, car il marque un basculement de pouvoir important à Port-Réal. D'un seul coup, Cersei parvient à se débarrasser de tous ses plus grands ennemis, non sans tuer des milliers de civils innocents. De plus, elle détruit le monument le plus sacré de la ville, dans un univers où la religion joue un rôle primordial. Étonnamment, Cersei n'a aucune conséquence directe après avoir fait exploser le grand sceptre de Baelor. Parmi les victimes figurent la reine Marguerite et le grand moineau, des personnages vénérés par les petites gens. On pourrait dire que Cersei a fait valoir son point de vue et que les gens auraient intérêt à la craindre. Cependant, il est difficile d'imaginer que les habitants de Port-Réal ne se rebelleraient pas contre un tyran comme Cersei après une tragédie aussi révoltante. Bien qu'évoluant dans un monde fantastique, une grande partie des personnages éprouvent un scepticisme salutaire envers la magie. La garde de nuit est souvent moquée pour avoir prétendu avoir besoin d'aide pour combattre les morts, et la plupart des personnages se moquent du surnaturel. En ce sens, l'excuse invoquée par Jon pour quitter la garde de nuit repose entièrement sur le surnaturel. Il meurt et est ramené à la vie par Mélisandre, accomplissant ainsi la promesse « Cela ne finira pas avec ma mort ». Toutefois, si la garde est au courant, aucun autre seigneur n'est susceptible de savoir ou de croire que Jon a réellement été ressuscité. Par conséquent, il est étrange que personne n'utilise le départ de Jon pour tenter de l'exécuter, voire de le discréditer. Le principe de l'épisode 6 de la saison 7 est déjà absurde. Les hommes les plus talentueux de Westeros unissent leurs forces pour traverser le mur et récupérer un spectre afin de prouver à Cersei, qui s'en fiche éperdument, que la menace des marcheurs blancs est réelle. Mais la situation devient absurde lorsque la bande de guerriers est encerclée par une horde de spectres, ne laissant à Gendry d'autre choix que de retourner à Fort-le-Vent et demander de l'aide. Il y parvient en courant dans le froid, sur un sentier montagneux et laborieux. Cependant, le marathon de Gendry n'est pas la seule incohérence majeure. Gendry envoie un corbeau à Daenerys qui se trouve de l'autre côté de la carte, à Pendragon. Une fois que le corbeau est arrivé, elle vole de Pendragon jusque au-delà du mur, à l'eau de dragon, arrivant à temps pour sauver ses alliés. Toute cette distance est parcourue en moins de 24 heures. Une insulte aux fans qui ont passé des saisons entières à regarder les personnages aller d'un endroit à un autre. L'un des plus grands moments de Game of Thrones survient lorsque le roi de la nuit tue Viserion, l'un des dragons de Daenerys, et le revendique en le réanimant. D'importantes incohérences apparaissent lorsqu'une horde de spectres est vue en train de sortir Viserion du fond du lac à l'aide de chaînes géantes. Dans l'épisode 8 de la saison 5, Jon n'échappe à l'armée de morts-vivants du roi de la nuit que parce qu'il monte à bord d'une barque, à temps, sans aucun spectre pour les suivre. On a donc l'impression que les spectres ne peuvent pas aller dans l'eau. Puis, pour remonter Viserion, des spectres plongent dans l'eau froide pour récupérer un dragon mort comme si de rien n'était. En supposant que les spectres ne sachent pas nager, ils se sont probablement noyés et ont réussi à suivre les ordres du roi de la nuit sous l'eau. C'est la première incohérence de la scène. Se pose ensuite la question de l'origine de ces énormes chaînes. Il n'y a aucune raison valable pour que les marcheurs blancs aient si facilement accès à des chaînes géantes au milieu de nulle part. Malgré ses qualités plus sympathiques, Tyrion Lannister est dépeint, surtout au début, comme doté d'un sens aigu de la vengeance. Il n'avait pas peur de se venger de ceux qui lui avaient fait du tort. L'un des principaux points forts de la saison 1 est la capture de Tyrion par Catelyn Stark, accusée de tentative de meurtre sur son fils Bran. Malgré ces faits, Tyrion n'apparaît jamais en train de se demander qui l'a piégé, même s'il a failli mourir et qu'une guerre ouverte a éclaté à Westeros. Bien qu'il ait d'autres préoccupations, de nombreux fans auraient pu s'attendre à une certaine curiosité de sa part. Dans la saison 4, Tyrion est à nouveau accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Le roi Geoffrey est empoisonné par Olenna Tyrell et Tyrion n'apprend jamais la vérité.
Dans la série, il apparaît clairement que le collier de Mélisandre est à l'origine de sa jeunesse et de sa beauté surnaturelle. Sa véritable forme est révélée lorsqu'elle le retire dans la saison 6 et se transforme en une vieille sorcière. Les effets exacts de la magie du collier sont cependant loin d'être constants. Dans la saison 4, Mélisandre apparaît clairement en train de se baigner sur son collier, tout en restant jeune et belle, ce qui remet en question les pouvoirs de son collier. Dans la saison 8, le retirer après la bataille de Winterfell la fait vieillir si rapidement qu'elle se transforme en poussière, alors qu'elle n'avait que 2 ans de moins dans la saison 6. Il existe des explications possibles à ces différences, mais elle n'apparaît jamais dans la série elle-même. C'était les incohérences de la série Game of Thrones. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à me les faire savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.